On est ravis de vous recevoir cet après-midi chez nous pour une session que l'on va dédier à l'innovation. Et cette session s'inscrit dans le cadre d'une semaine qu'on a voulu consacrer à la transformation. Donc on a fait des demi-journées par fonction. Donc on a reçu 150 DRH lundi. Hier, c'était pour les fonctions DSI. Et aujourd'hui, l'innovation, et demain pour les fonctions marketing et commerciales. Alors pourquoi Google dédie une session à l'innovation cet après-midi? Parce qu'on s'est rendu compte que en fait, nos solutions d'entreprise sont de plus en plus plébiscitées par les sociétés, et notamment par les directeurs de l'innovation, par les directeurs de la recherche et développement, par les directeurs ou les responsables de la transformation ou de la prospective, bref, par les agents du changement. Et ces gens-là, dont normalement vous faites partie, se posent une question: comment Google arrive à garder un esprit de start-up alors que nous sommes désormais une entreprise internationale de 45 000 personnes? Eh bien, je vais vous le dire. Ce qui est dur, c'est pas d'avoir une idée, c'est d'en changer. Parce que finalement, tout le monde a des bonnes idées, mais il est parfois très difficile d'en faire le deuil et de passer à une autre idée. Et si on prend l'exemple de Google, en 1998, nos deux fondateurs, deux mathématiciens, ont l'idée géniale, indexer et rendre accessible l'intégralité du web. Idée géniale, succès planétaire. On aurait pu en rester là. On aurait pu, comme d'autres acteurs dans notre industrie, se contenter de cette idée. Et peut-être qu'aujourd'hui, on aurait dédié cet après-midi à la recherche sur Internet, ou peut-être même pire, nous n'existerions plus. Et du coup, finalement, le succès de Google, il est peut-être dû à l'humilité de nos deux fondateurs. Nous avons la chance d'appartenir encore à nos deux fondateurs, qui se sont dit: on a eu la chance d'avoir une idée géniale, peut-être qu'on n'en aura pas deux. Et leur humilité a été de dire: on va s'entourer de personnes qui, eux, n'ont pas encore eu l'idée géniale. Et je pense notamment à des gens qui ont créé un système d'exploitation mobile qu'on appelle Android, et à son papa, Andy Rubin. Je pense à une plateforme d'échange de vidéos, à Chad Hurley et Steve Chen qui ont créé YouTube. Donc finalement, même si nous sommes une entreprise très jeune, on a déjà réinventé notre modèle économique plusieurs fois. Et c'est ce renouvellement permanent qu'on vous propose cet après-midi de célébrer ensemble. Alors, on vous montrera un petit peu l'envers du décor, on rentrera dans nos recettes de cuisine. On veut que cet événement soit riche de témoignages, d'expériences et aussi de surprises. Je fais un petit teasing. Et je ne suis pas seul pour animer cette demi-journée. On a décidé de faire appel à quelqu'un pour qui l'innovation est un leitmotiv. C'est quelqu'un qui est passionné, donc il est passionnant. Il a créé un cabinet Act One qui est dédié à l'innovation, qu'il enseigne à HEC. Il viendra nous présenter un baromètre d'Act One HEC sur les directeurs de l'innovation. C'est un bavard invétéré, donc il est très difficile de le faire sortir de scène, donc il co-animera cet après-midi avec nous. Il a un seul défaut pour moi, c'est qu'il est beaucoup trop chevelu. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Brice Chalamel. Merci Mathieu. Alors, je voudrais vous présenter, parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Moi je suis l'animateur de tout l'événement et on a conçu avec l'équipe d'Act One, formé les personnes de Google, élaboré avec eux tout l'événement. Mais aujourd'hui c'est la journée innovation, donc il y a aussi beaucoup de personnes dans cette pièce qui sont des personnes que je connais, des relations, des clients, et puis évidemment c'est mon sujet et ma passion. Et je voudrais vous dire 2 ou 3 mots de ce sujet pour introduire. Chaque année on conduit en partenariat avec HEC un baromètre des directeurs de l'innovation. Alors, voilà, tout le monde n'est pas directeur de l'innovation, mais c'est une population intéressante parce qu'il nous donne un peu le là de ce qu'est l'innovation dans l'entreprise. Et je voudrais partager avec vous quelques résultats clés. Vous remarquez que vous avez tous sur vos tables des infographies dépliables. D'un côté, il y a de l'explication sur Atmosphère. Et de l'autre côté, vous avez tout un déroulé d'infographies avec plus de statistiques. Moi, je vais vous montrer que quelques chiffres clés dont je voudrais parler avec vous et tirer les enseignements, les so what. Mais vous avez un petit peu de documentation en plus qui vous est offerte sur notre passion commune de l'innovation. Alors, moi, je voudrais vous parler de... J'ai 4 messages que je voudrais vous transmettre et qui sont des messages que j'apprends, moi, de vous, des personnes en charge d'innovation, à travers le baromètre qu'on conduit chaque année. Au passage, un baromètre sur 70 entreprises dans une vingtaine de pays différents. Donc, on a une bonne base quand même pour parler de ces choses-là. Donc, je vais vous montrer des chiffres d'évolution entre la première fois qu'on l'a fait en 2010 et la dernière édition en 2013. D'accord ? Donc, c'est les chiffres d'évolution entre 2010 et 2013.
Entre 2010 et 2013, le nombre de directeurs d'innovation qui ont été rattachés à la direction est passé de 41 à 56%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus d'1 sur 2 rapporte directement soit à un directeur général, soit à un président directeur général d'entreprise sur les grandes entreprises. Avant, l'innovation était souvent logée au marketing, à la R&D, sur la gestion des clients, à différents endroits comme ça. Et de plus en plus, elle devient transversale, de plus en plus, elle monte en puissance, de plus en plus, elle acquiert la capacité de convaincre au plus haut niveau pour opérer des transformations d'entreprise. Et c'est le premier des chiffres qui nous l'indique. Deuxième chiffre très lié au premier, c'est que les membres du comité, les directeurs de l'innovation qui sont membres du comité de direction sont passés de 10 à 19%, c'est-à-dire ils ont quasiment doublé en proportion en l'espace des 3 dernières années. Et ça veut quand même dire que les places sont chères, hein, rappelons-le au comité de direction. Toutes les personnes qui rapportent n'en font pas partie. Et ça veut dire que 1 sur 5 est au comité de direction et est partie prenante de toutes les décisions, cœur stratégique de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est terminé l'époque où l'innovation devait prédire ou accompagner ou proposer le prochain produit, le prochain service à la mode, hein, ou la prochaine cartouche technologique. C'est plus le sujet central de l'innovation, de moins en moins le sujet central de l'innovation. Avec les expériences cumulées de Kodak, Encyclopædia Britannica, BlackBerry, vous voyez, hein, on apprend que le rôle de l'innovation, c'est d'annoncer quel est le prochain grand combat stratégique. Et donc, il y a une montée en puissance de l'innovation qui est non pas prochain produit, prochain service, mais prochain grand bouleversement, prochaine grande transformation de notre marché dont on doit être, nous, non pas évidemment exclus, non pas même reclus et subissants, mais inclus et agissants. Hein. Face à la transformation, face au changement, il y a inclus, reclus, exclus et il faut être inclus. Et c'est pour ça que les directeurs d'innovation et toute l'innovation avec eux montent en puissance. Deuxième page que je vais vous montrer, c'est l'inscription dans la durée. En l'espace de 3 ans, le nombre de directeurs d'innovation ou d'équipes innovation au sens large qui sont au service de la formation interne est passé de 26 à 51%. Ça veut dire que sur ces entreprises qui se sont données une organisation innovation, avant on faisait des séminaires, avant on faisait des conférences, maintenant on fait de la formation dans plus d'une entreprise sur 2, un tout petit peu plus d'une entreprise sur 2, qui a un département innovation, il y a de la formation, c'est là pour durer, c'est là pour changer les comportements, changer les mentalités, changer les méthodes, changer les outils et pour s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que moi j'enseigne, j'ai la chance d'enseigner l'innovation, c'est un cours qui y a 8 ans, quand je l'ai ouvert à HEC, n'existait pas. C'est une création il y a 8 ans. Et en quelques années, on est passé de 20% à plus d'une entreprise sur 2 qui forme sur ce sujet. Corollaire indispensable, la présence sur les campus. Ça, c'est vraiment des chiffres les plus phénoménaux. 1 sur 3, un peu moins d'1 sur 3 des directeurs d'innovation étaient impliqués dans le recrutement en 2010. Et aujourd'hui, c'est 2 sur 3 en 2013. Ça veut dire que quand on va sur un campus parler d'une entreprise et des étudiants, recruter les meilleurs, hein, trouver les meilleurs pour les attirer dans son entreprise. Une des premières choses qu'on leur dit aujourd'hui, c'est on innove, on a une structure, on va écouter vos idées, on va collaborer ensemble pour réfléchir et pour rêver à demain. Et c'est ça qui fait venir les meilleurs dans les entreprises. Donc mes deuxièmes séquences étaient sur ça, c'est là pour durer. Et la preuve, c'est la formation et le recrutement sont faits avec l'innovation en tête. Troisième séquence, et une des plus fantastiques, ça demande un peu d'interprétation, c'est que maintenant ce sont les idées qui définissent la notion du travail. Pendant très longtemps, le travail, c'était exécuter. Hein, quelqu'un concevait et tout le reste de l'entreprise exécutait, dans un relais très direct et très mécanique. Aujourd'hui, 2 chiffres qui nous montrent ça. Le premier, c'est que les récompenses financières pour les idées sont passées, et c'est aussi un changement assez important, en 3 ans de 77 à 53%. Ça veut dire que dans 3 cas sur 4, quand quelqu'un donnait une idée, il était récompensé financièrement maintenant dans 1 cas sur 2. Pourquoi ? Vous comprenez bien qu'il y a un message sous-jacent qui est terrible. Quand on donne une récompense financière, je ne parle pas des brevets, je ne parle pas de la propriété intellectuelle, c'est un domaine très spécifique, je ne parle pas des droits d'auteur ou des artistes. Je parle des collaborateurs de l'entreprise qui donnent des idées à l'entreprise au quotidien ou dans le cadre de concours d'idées. Avant, c'était considéré comme quelque chose qu'on rémunérait en plus du salaire. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce que la rémunération habituelle rémunère ? Ça veut dire que le reste du temps, on est rémunéré pour être là, exécuter et la fermer. Et que quand on donne une idée, c'est une nouvelle rémunération parce que c'est en plus de son travail. Et ça, c'est terminé. C'est en train de se terminer. Ça va aller très très vite à mon avis. On voit déjà que c'est plus qu'une entreprise sur 2 et j'espère que dans 3 ans, ça sera quasiment plus aucune entreprise.
Être dans l'entreprise aujourd'hui, c'est accomplir la tâche et rêver à l'avenir de la tâche. Les deux, c'est notre travail. Et évidemment, du coup, les récompenses symboliques augmentent. C'est la reconnaissance qu'on doit à ces personnes, et ça, c'est fondamental. À commencer par la plus simple, qui est de dire merci. Donc voilà 3 éléments issus du baromètre HEC Actone des directeurs de l'innovation, mais qui nous montrent la transformation qui est en cours. Et cette transformation, évidemment, est très liée à un changement de société, à ce qu'on a beaucoup appelé la Y Generation. Chez Google, ici, on l'appelle la C Generation, pour Connected. Des personnes qui ont été éduquées, qui ont grandi humainement, scolairement, universitairement, professionnellement, dans le monde des réseaux sociaux et de la collaboration, et qui vont transformer l'entreprise, qu'elles le veuillent ou non. Et en l'occurrence, on va être là tous ensemble aujourd'hui pour faire en sorte qu'elles le veuillent. Alors, un dernier mot sur, 4e chose, j'avais dit qu'il y en aurait 4, sur les 10 grands défis qu'on a appris. Alors, on propose dans ce baromètre une 60aine de défis aux directeurs de l'innovation des grandes entreprises mondiales. Et là, je vous montre à l'écran les 10, parce qu'on leur demande de noter leur ordre d'importance. Donc ça, sont les 10 qu'ils ont estimés les plus importants. Et après, on leur pose une autre question. On leur demande, est-ce que vous estimez que c'est fait dans votre entreprise, ou est-ce que vous estimez que ça reste à faire dans votre entreprise ? Et qu'est-ce qu'on apprend ? Je les ai classés dans l'ordre de le premier, c'est celui qui est le plus à faire, le dernier, c'est celui qui est le plus déjà accompli. On voit que tout en bas, on a rendre l'innovation autonome. Le fait même qu'on interroge les directeurs de l'innovation explique pourquoi ils pensent que c'est fait, puisqu'il y a quelqu'un qui est en charge, qui représente, qui organise, qui symbolise. On va progressivement remonter sur définir des objectifs, ça c'est fait. S'engager sur le long terme, on en a parlé. C'est fait progressivement, de plus en plus, 28%, mais il y a 70% qui disent il faut, donc il y a une grosse pression qui va arriver, qui s'est fait, il y a 28% qui disent il faut, donc il y a une grosse pression qui va arriver. On monte encore, il y a prendre en compte les échecs, il y a valoriser le département innovation, il est là, maintenant il faut le valoriser, donc ça c'est de plus en plus ce qui reste à faire. Et puis, innover sur tous les sujets, collaborer entre départements, là on est au cœur des enjeux primordiaux pour les directions innovation et qui font qu'on est là ensemble aujourd'hui, c'est parce que reste à faire, pour 60% d'entre eux, mieux collaborer entre départements. Encore un cran, accepter les idées provocantes, c'est pas facile, on en parlera tout à l'heure, on parlera de comment chez Google on accepte et même avec enthousiasme les idées provocantes, y compris des idées provocantes en interne. Tout à l'heure, nos champions de l'innovation Google nous en parleront. Et enfin, tout en haut, le plus qui reste à faire, 70% quasiment, c'est encourager la prise de risque. Alors c'est l'occasion pour moi de vous transmettre un dernier message sur cette journée. C'est que la prise de risque, c'est une notion qui est très très propre à la culture de Google, qui est encore dans un esprit très entrepreneurial et qui des fois a tendance à s'estomper, voire même peut-être à disparaître dans des entreprises qui sont là depuis 50 ans, 100 ans. Et cette prise de risque, ce n'est pas quelque chose dont on va vous parler, qui va être un concept abstrait, c'est quelque chose qu'on est en train de faire exactement maintenant. Une animation comme celle-là, avec 150 personnes dans la salle, avec 150 ordinateurs pour vous tous, avec des outils de collaboration en temps réel et des technologies qui sortent à peine du laboratoire, c'est ça dont j'ai jamais entendu parler ou que j'ai jamais vu avant. On a beau avoir répété depuis 3 mois de façon très exhaustive cette animation, encore beaucoup de choses qui sont sans filet et qu'on va faire plus ou moins pour la première fois avec vous, ne serait-ce que d'ailleurs parce que c'est vous qui êtes là pour la première fois. Et donc la prise de risque, elle a lieu et ça en fait aussi partie. C'est pas quelque chose qu'on vous dit, c'est quelque chose qu'on vous démontre et qu'on va faire avec vous aujourd'hui. On va prendre des risques ensemble, mais j'espère dans 3h30, on se dira que ça valait vraiment la peine et qu'on a pris du risque pour faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Voilà, alors pour nous en parler un peu plus, temps pour moi parce que Mathieu est prévenu que j'étais difficile à sortir de scène, donc je vais essayer de le faire mentir, de sortir un peu de scène de temps en temps. Et donc je vais demander, parce que c'est très difficile de prendre des risques tout seul, on a envie d'être dans la collectivité dès qu'on est dans le risque, c'est pour ça qu'on aime bien dans l'innovation. Je vais demander, Mathieu, reviens, s'il te plaît. Merci. Aussi, ça fait du bien. Alors, merci, les risques, c'est pas que quand on décide soi-même de se mettre en danger, n'est-ce pas ? Absolument. Et avant de parler du droit à l'erreur, de la prise de risque, je vais revenir un petit peu à... Je vais vous donner une petite carte d'identité de Google finalement. On est 45 000 personnes aujourd'hui, dont 50% sont des ingénieurs développeurs. En revanche, on est 100% d'innovateurs. Il n'y a pas de département d'innovation chez Google. On aime bien dire d'ailleurs que l'innovation fait partie de notre ADN. Et pourquoi ? Eh bien parce que dans notre industrie, la concurrence elle est à un clic. Competition is one click away, comme on nous dit. Et finalement, ça nous oblige, sous contrainte, à se renouveler de manière perpétuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Google investit dans des domaines aussi divers que la robotique, que les transports, la santé.
On a même un programme spatial. Et ne croyez pas, Brice parlait tout à l'heure de la transformation digitale, et c'est un moment super excitant à vivre. Pour nous, les digital migrants, je ne crois pas qu'il y ait de Y, de Millennium ou de Si dans la salle. C'est un moment assez excitant parce que il touche tous les secteurs. Et si vous regardez les secteurs plus traditionnels que l'Internet, regardez ce qui arrive dans le domaine des transports et des taxis en particulier, une nouvelle plateforme communautaire, une application mobile bien léchée, un site collaboratif qui permet de noter les chauffeurs, de prendre le taxi sans avoir d'argent sur soi et avec un tarif prédéfini, et le phénomène VTC, donc ces fameux véhicules de tourisme avec chauffeur qui arrivent et que les taxis n'avaient pas forcément anticipé. Regardez ce qui arrive dans notre consommation de multimédia. Je pense à la musique, notamment aux films, aux séries. Quand on pense que le fondateur de Netflix est allé voir Blockbuster en disant « désormais, nous avons la technologie pour consommer en streaming du contenu, est-ce que vous êtes intéressés ?» qu'ils ont refusé, je pense qu'ils regrettent un petit peu aujourd'hui. Regardez ce qui arrive sur troisième exemple, ce qui arrive dans le domaine traditionnel de l'hôtellerie. L'hôtellerie, pareil, les outils permettent d'avoir une plateforme collaborative qui nous permettent de réserver, de louer des logements particuliers, Airbnb pour pas le citer. Et finalement, c'est toute une industrie qui vit un paradigme shift hyper important. Ces changements-là que tout le monde subit nous ont obligés, nous, à nous renouveler de manière permanente. Et c'est ce renouvellement que nous voulons aujourd'hui célébrer, comme je le disais. Et Brice parlait de prise de risque. Les risques, parfois, il faut les prendre, mais parfois, on les subit. Et je voulais partager avec vous deux exemples de clients et d'un autre également, où les gens se sont appropriés nos solutions pour finalement réduire la part de risque qu'ils ont vécu. Quand on est un grand groupe international et qu'on est présent dans le monde entier, un épiphénomène local peut avoir des répercussions mondiales. Et c'est ce qui est arrivé en 2011 à Valeo, quand il y a eu des inondations en Thaïlande. Ils ont 7 sites de production en Thaïlande, et dans ces circonstances-là, ce qui est très important, c'est de pouvoir prédire et de prévenir les arrêts de chaînes de production. Et les outils traditionnels à disposition, type ERP, qui recensent et industrialisent tous les flux entrants et sortants d'une entreprise, ne permettaient pas cette gestion de l'exceptionnel ou cette gestion de crise. Et le directeur de la logistique a eu une idée en disant on a désormais une plateforme qui s'appelle Google, sur laquelle nous pouvons créer un document vivant et sur lequel nous pouvons recenser, collecter toutes les informations sur les capacités de stock, les capacités de livraison, les arrêts estimés d'arrêt de production et le partager à tous les intervenants en temps réel. Cette idée innovante qui a été réalisée sous la contrainte, finalement est devenue une bonne pratique et a permis, une meilleure communication avec ses clients par rapport à d'autres industriels, et deux, une adaptabilité quasiment en temps réel de la gestion de production de ces sites. Voilà le type d'innovation que cette révolution digitale propose et que Google Apps permet. Un deuxième exemple que j'aime beaucoup. En 2008, Barack Obama est venu trouver Google. Il a dit « Je suis en train de préparer ma série d'entretiens avec McCain. J'ai besoin de connaître quelles sont les inquiétudes principales des Américains. Et vous, Google, avec les outils que vous avez, la possibilité de collecter, de corréler, de raffiner les idées, vous pouvez m'aider. » Le challenge, alors on aime bien les challenges, c'est Google. Et on s'est dit, il nous faut trouver un outil finalement de crowdsourcing et d'y dédier une partie de notre plateforme pour collecter, corréler, raffiner et arriver à un raffinage énorme de ces idées de milliers d'Américains. Et finalement, c'est arrivé, cet outil, cette boîte à idées numérique qu'on a appelé Moderator est désormais disponible dans notre suite, puisque Barack Obama est arrivé avec les 3 sujets qui étaient la santé, l'éducation et l'emploi. Je ne dis pas que c'est nous qui avons fait élire Barack Obama, mais voilà un petit peu le genre d'innovation que nous savons susciter et qui ont un impact et une résonance peut-être avec les problématiques que vous pouvez rencontrer.